Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Suguru Geto. On va parler de leur Gojo jusqu'à la fin du one-shot Jujutsu Kaisen 0. Bien sûr, ça va spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2. Enfin bref, commençons. Qui est Geto? On découvre Geto pour la première fois dans l'arc de Gojo. Geto est un individu qui croit en ses capacités tout comme son meilleur pote. En effet, c'est un Grades et par conséquent, il peut soulever un pays s'il en a envie. Et Geto est complexe aussi, se caractérisant par son devoir de protéger les faibles, à cause de son statut du plus fort, d'homme puissant, mais on verra ça plus tard. Le déontologisme envers les faibles. Geto veut protéger les faibles. Enfin, pas vraiment. Apparemment, certes, il y a un peu de désir, mais il conçoit sa puissance comme servant à protéger les faibles. Tel un devoir, et en parlant de devoir, on peut rapprocher ça à une sorte de déontologisme envers les faibles. Mais c'est quoi le déontologisme? Le déontologisme est une théorie éthique de Jeremy Bentham, selon laquelle il est affirmé que chaque acte moral doit être jugé selon sa conformité à certains devoirs. En simple, si on peut faire quelque chose, il en va de notre devoir de le faire. Un peu comme Spider-Man, mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Suguru, qui est né avec ses capacités, pense qu'il doit aider les faibles à cause de sa supériorité en termes de puissance. Et en parlant de supériorité, Geto est passé de ça à ça. Alors comment c'est arrivé? Changement mental. Lors de cet arc, les protagonistes de cet arc ont vraiment changé. On va passer plein de trucs et se focus sur Gojo vite fait. Après sa baston face à Toji, Gojo avait atteint l'éveil, un stade de divinité absolue au sein de l'exorcisme actuel. Mais allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Elle est vraiment bien. Bref, étant surpuissant, Gojo était devenu le plus fort, et quelqu'un souffrait de cette solitude, Geto. Étant donné que les deux n'étaient plus les plus forts, Geto commençait à se renfermer sur lui-même et réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh bien on va le voir tout de suite. Le sens d'une vie. Là où Geto était auparavant sûr du sens de sa vie, qui était de protéger les faibles, la mort de Riko Amana l'a perturbé en plus de tout le reste. Enfin pas vraiment sa mort, mais les conséquences de sa mort. Après s'être fait démarrer comme jamais par Toji, il verra que le culte stellaire est en train d'applaudir la mort de celle qui protégeait. Et on reviendra sur ça après. Ça lui en a mis un coup au moral et continuera de réfléchir. Et c'est sa discussion avec Yuki qui guidera le tout. En gros, toute cette parlotte se réfère en sous-texte à du conséquentialisme. Mais qu'est-ce que c'est le conséquentialisme? Déjà, ça prend un peu ses racines dans l'utilitarisme, qui pour simplifier est le fait d'agir pour bonifier le bonheur du plus de gens possible, aux dépens de certains. Et si on en revient au conséquentialisme, qui lui est le fait d'agir en conséquence des bonnes choses, autrement dit agir selon la bonne cause des actes, par exemple avec le dilemme du train, au lieu de vouloir essayer de sauver tout le monde, je pense que le conséquentialiste, lui, ne choisirait pas d'écraser l'un ou les autres, il s'attaquerait directement à la racine et à la cause du problème. Le train qui va rouler sur ces gens, tout comme Yuki qui s'intéresse à la cause de la création des fléaux, le train qui va rouler sur ces gens, tout comme Yuki qui s'intéresse à la création des fléaux. Et en parlant d'elle d'ailleurs, ces mots en plus de tout avec Gojo influeront la pensée de Geto déjà vacillante. Lui qui s'intéressait avant aux symptômes, se penchera plus sur les conséquences. Et en parlant de conséquences, Suguru qui se pose beaucoup de questions sur le sens des choses, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien vous vous souvenez des applaudissements? Quel sens ça a de protéger des gens qui applaudissent la mort de leurs semblables, qui font du mal à leurs jeunes semblables, tandis que lui qui n'est pas comme eux, qui fait partie des gens puissants, sert à protéger les faibles sans appréciation spéciale en retour. Il fait tout pour les protéger. Alors à quoi ça sert de risquer sa vie pour eux? Ce sont les conséquences de la mort de Reiko qui ont engendré en majorité tout ça sur Geto. Si elle n'était pas morte, peut-être qu'il serait encore ami avec Gojo malgré qu'ils n'étaient plus les plus forts. Enfin bref, tout ce cheminement pour arriver à une chose, Geto choisira de tuer les vrais maux de l'humanité, qui sont les humains eux-mêmes en fait. D'ailleurs, anecdote, sa manie de parler des moldus comme de macaques viendra de Toji. Personne qui ressemble à une fille, qu'il insultera de singe dans le tome de JJK0 d'ailleurs. Or, au lieu de taper et d'ingurgiter des fléaux, qui ont sûrement déjà impacté sa pensée, parce qu'il faut pas oublier qu'il est jeune, et que ça fait des années qu'il dévore littéralement les maux de l'humanité, ça veut dire que tous les fléaux qu'il a bouffés sont des pensées malsaines des gens, et lui-même le dit, c'est un goût dégueulasse. Ça aussi, ça a sûrement dû le faire vriller, parce que ça fait des années qu'il prend sur lui, et ça a dû avoir un impact sur son changement mental. Il choisira alors de s'attaquer au problème, comme je l'ai déjà dit, et non exorciste. En bref, j'aurais pu parler aussi du soi et du être, mais je vais pas aller trop loin non plus. L'auteur nous fait passer d'un mec qui croyait en son devoir de protéger les gens à une toute autre personne qui débroussaillera la base du problème. En gros, il oppose le déontologisme et le conséquentialisme. Mais maintenant, c'est quoi le véritable but du maître des fléaux? J'ai l'impression que autre chose se cache derrière.
Un paradigme transformé. Geto est désormais éveillé tout comme son meilleur ami avant lui. On le voit bien avec le dessin que Akutami nous offrira, avec Geto en mode moudiste et son mudra. D'ailleurs tellement éveillé qu'il en va de même pour son apparence physique. Avant lui qui s'attachait les cheveux et se bridait, dorénavant les libère et laisse ses cheveux à l'air libre. Tels ses idéaux au final. Et ses habits de moine bouddhiste là, incroyable. Au final, il assume réellement ses idées, tellement qu'il est tellement dégoûté des non-exorcistes qu'après s'être retiré de l'école d'exorcisme, il a pris soin de sa nourriture, de ses vêtements et de son abri sans impliquer autant que possible des non-exorcistes. En gros, il voulait pas qu'on touche à ses affaires et être dépendant des non-exorcistes. Enfin bref, il est ultra horripilé par les non-exorcistes. Lui-même le dit. Il est un peu devenu une sorte de raciste envers les non-exorcistes et fera tout pour les éteindre. Mais est-ce qu'il le fait seulement pour lui? Eh bien j'ai une petite théorie dessus. Je pense qu'il le fait un peu pour Gojo aussi. Mais là c'est vraiment de la suranalyse. Pendant je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Pour les exorcistes. Geto veut créer un monde pour les exorcistes comme je l'ai déjà dit plein de fois. Bien sûr pour passer à ce monde-là, il devra éliminer tous les non-exorcistes, c'est-à-dire les faibles. Mais une fois qu'il n'y aura plus de faibles, à quoi serviront les gens forts? Eh bien rien puisqu'ils seront plus là. Mais au moins les exorcistes ne seront plus seuls. Et là vous voyez où je veux en venir. En faisant cela, Geto désire que plus personne ne soit seul. Tout comme lui auparavant quand Gojo était devenu le plus fort. C'est pour ça qu'il forme une sorte de groupe composé uniquement d'exorcistes, malgré l'aspect financier tout ça des non-exorcistes. C'est vraiment pour que plus aucun exorciste ne ressente la solitude. Pas oublier que Geto porte vraiment de l'importance à l'amitié. C'est pas le genre de personne qui sacralise sa famille, il a pas hésité à la buter pour son idéal, ce sont les personnes qu'il aime qui sont sa famille. Et en parlant d'amis qu'il aime, on peut se demander alors s'il fait pas un peu ça pour Gojo, car malgré que ce gourou ait souffert Gojo aussi, puisqu'il était l'unique plus fort. Au final, ils ont tous les deux le même objectif, l'un veut créer un monde en passant par l'éducation, pour que plus personne ne soit seul, en laissant les faibles et moldus vivre leur vie quoi, tandis que l'autre aussi, mais en forçant un peu plus le chemin en oblitérant ceci. Enfin bref, tout ça pour dire que Geto a vraiment l'envie de créer exclusivement un monde pour les exorcistes, afin que plus personne ne soit seul, tout comme lui. Voilà, Geto est vraiment intéressant, je voulais en parler parce qu'il va vraiment de pair avec Gojo, et ils s'échangent réellement leur morale dans cet arc, et c'est giga intéressant. Les deux sont un peu les deux faces d'une même pièce. On aurait pu parler aussi du moindre mal, un peu comme dans les livres The Witcher de Andrzej Sapkowski, aussi du bouddhisme et du paradoxe entre ce qu'il veut faire, et s'attaquer aux maux de l'humanité et donc supprimer la souffrance, car les fléaux engendrent la souffrance, etc. Bref, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ou sur celle de Gojo. Mais je voulais vraiment vulgariser au max. Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez évidemment à ne pas oublier de laisser un joli petit pouce bleu et des commentaires en dessous de cette vidéo. Ça aide au référencement et j'y répondrai. Ainsi que d'aller jeter un coup d'œil à la description pour qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux ou autres. Vous avez le manga en description si vous désirez vous le prendre. Il y aura aussi mon Tipeee et Patreon pour me soutenir si tu veux. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour les vrais, on pose la question secrète. Combien de fléaux de Grades Geto possède? Et sur ce, suivez votre passion.